la demande d'un certain nombre de personnes, je vais faire une vidéo sur la pulsion. Pourquoi parler de la pulsion ? Bon, on pourrait dire d'une part parce qu'il en est question dans les livres de psychanalyse, il en est question dans Freud, il en est question chez Lacan, il en est question surtout dans la vie quotidienne. On en parle tout le temps, dans le vocabulaire courant. J'ai été poussé à, j'ai envie de faire caca, ça pousse, j'ai un bouton qui pousse. Après tout, tout ça c'est de la pulsion. Quand on dit j'ai été poussé à, souvent on pense à une cause extérieure, l'autre, la société, le temps. J'ai été poussé à m'abriter parce qu'il y avait un orage. Et puis il y a des choses qui poussent de l'intérieur. Ce qui pousse à manger, ce qui pousse à baiser, ce qui pousse à respirer. Il y a donc une base, semble-t-il, réelle. Encore une fois, il faut faire très attention avec ce mot-là, parce que quand on parle du réel, la plupart du temps on parle de la réalité, bien entendu. Et il est indéniable qu'il y a cette réalité que nous devons manger, respirer, pisser, faire caca, pour vivre. Je suis poussé à vivre. Il y aurait donc une pulsion de vie qui engloberait tout ça. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui me pousserait donc plus tôt à vivre qu'à mourir d'ailleurs ? On peut se poser la question, puisqu'il y a des gens qui meurent, et il y en a d'autres qui se suicident même. Il y a des difficultés avec ce mot réel, parce que le nourrisson qui ne parle pas, qui n'a aucune représentation, du moins on peut le supposer, puisque justement il ne nous en dit rien. Le nourrisson, il est clair qu'il a des besoins qu'il manifeste par le cri. Ah, il est poussé à crier. Et il est poussé à faire, à manger, à téter le sein, à pisser, à faire caca, voilà. Les trucs de base, quoi. Les comportementalistes, qui ont fait des expériences sur les bébés et sur les enfants, des expériences d'observation, je rassure les gens, se sont rendus compte que il n'y a que 3 comportements innés. Tout le reste est acquis. Ces 3 comportements innés sont ce qu'ils appellent le réflexe de fouissement, justement, le bébé qui cherche à téter et qui tète. Le réflexe de grasping, qui est d'attraper le doigt qu'on tend, le bébé attrape le doigt si on le lui tend, et la marche réflexe du nourrisson. Vous savez, quand on le tient par les bras et qu'on le dépose sur une table, eh bien, il a les jambes qui se mettent à marcher. Sauf qu'il faut qu'il réapprenne à marcher après, parce que cette marche automatique du nourrisson ne persiste pas. C'est quelque chose qui est inné, certes, mais qui doit être acquis. Vous voyez comme le problème n'est pas simple. Et puis il doit apprendre à contrôler ses sphincters, il doit apprendre à parler, il doit tout apprendre. Autrement dit, à partir d'une base réelle, c'est-à-dire sans représentation, du moins peut-on en faire l'hypothèse, puisque dans mes rêves, j'ai trouvé des traces de ce réel qui ne sont que des traces sur lesquelles je ne peux justement mettre aucune représentation. Il y aurait ce reste qui pousse, qui continue de pousser, parce qu'il faut continuer à manger, à respirer, à faire pipi caca, etc. Et puis ça a été élaboré. C'est-à-dire que par l'entourage, principalement la mère, ensuite le père, et ensuite tous les autres, les pédagogues, on a appris tout le reste. C'est-à-dire que ça a été repris, ce besoin a été repris au niveau d'une demande, la demande de l'autre essentiellement, qui demande à ce que tu fasses pas pipi caca partout, à ce que tu manges proprement, à ce que tu parles. On te demande de parler. On te parle, on te demande de parler. Le cri, lui, il semble inné. Ça pousse. Ça, les psychophysiologistes ne l'ont pas retenu dans les 3 comportements innés de base, mais peut-être qu'ils ont évolué depuis, parce que j'ai lu ces choses-là, j'ai appris ces choses-là à l'université il y a bien des années. Donc le cri, il est indéniable qu'il est inné aussi. Il manifeste quelque chose qui pousse de l'intérieur, dont on peut dire qu'il est la cause qu'il vient du besoin. Et ce besoin est transformé en demande par l'entourage, qui demande d'abord au bébé. Donc vous voyez que déjà, dès qu'on examine un tout petit peu le problème,
on s'aperçoit qu'au fond, parler en termes de pulsion, ce n'est jamais qu'une autre façon que de parler en termes de besoin, demande, désir. Parce que la demande de l'autre, par exemple la demande de ne pas faire pipi caca partout ou de manger proprement, le bébé va y répondre favorablement parce qu'au fond, ce qu'il demande, lui, quelque part, c'est à manger et l'amour qu'il y a derrière. C'est-à-dire le plaisir qu'il y a à téter le sein, le plaisir d'être dans les bras, le plaisir d'être le centre de tous les regards. C'est quelque chose qui vient après, qui n'est pas un besoin. Ça vient parce que aussi l'entourage demande ça. Demande que est à l'affût des réponses du nourrisson. Ah, il a souri pour la première fois. Ah, il a dit maman pour la première fois. Ça vient de l'autre, tout ça, dans un circuit. Il a dit maman parce que il a dit une espèce de borborigme comme il fait ba 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 na ma ma ma. Ah, il a dit maman. Il l'a pas fait exprès dans un premier temps, mais ça fait plaisir à l'autre, et qui tout de suite s'entend reconnu dans son rôle et sa fonction de maman. Donc le bébé se sent reconnu dans son être de sujet de bébé qui est objet d'intérêt pour maman. Donc il y a un circuit qui va du sujet à l'autre, de l'autre au sujet, question-réponse, attente, espoir, souhait, désir. La demande suppose aussitôt le désir. Les constipations de l'enfant, par exemple, sont des rétentions parce que la demande sans doute a été trop forte. La demande du caca de l'enfant dans le pot a été trop forte. Et pour se sauver comme sujet, le sujet ne donne pas son caca. Il peut en être pareil pour la parole. Et ça fabrique ce qu'on peut appeler des dits autismes. Déjà des gens qui ne parlent pas, mais maintenant on appelle autisme des tas de gens qui parlent, donc ça ne veut plus rien dire. Mais bon, il y a des gens qui ne parlent pas, peut-être parce qu'on a tellement forcé sur la parole qu'ils se retiennent. Peut-être, j'en sais rien. Je suis obligé de dire peut-être parce que je n'en sais rien puisqu'ils ne parlent pas. Je suis obligé de faire des hypothèses. Il y a chez Lacan ce qu'il a appelé la pulsion invocante. Ça pousse à crier, ça c'est certain. Et est-ce que ça pousse à parler ? Ça vient de la demande de l'autre. Je te demande de parler, je te demande de dire maman, je te demande de me répondre. Et donc, s'inscrit tout de suite, dès les premières heures, je dirais, de la vie d'un sujet, s'inscrit tout de suite le désir comme quelque chose qui n'est pas tout à fait cohérent avec la demande, voire qui vient contre la demande. Le désir, c'est quelque chose qu'on est obligé de refouler. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que c'est ce qui n'est pas attendu par l'autre. Si je me retiens de parler, je ne vais pas dans le sens de la demande de l'autre, mais c'est mon désir de me conserver comme sujet en ne répondant pas à cette demande. Bon. Maintenant, c'est peut-être tout à fait autre chose, les gens qui ne parlent pas. Comme ils ne parlent pas, je n'en sais rien. C'est peut-être une incapacité qui vient de je ne sais où, et qui n'est peut-être pas forcément en relation avec l'entourage, je n'en sais rien. C'est à chaque cas que je me pose la question. Je me posais la question parce que je ne vois plus de ce genre de personnage puisque je ne travaille plus dans les hôpitaux. Mais je l'ai fait pendant 40 ans, donc j'ai une certaine expérience là-dessus. Donc à chaque fois, je me pose la question. Je ne viens pas avec des a priori, si ce n'est que mon a priori à moi, ma demande à moi, c'est que justement le sujet parle. Je suis comme tout le monde, j'aimerais bien qu'il me réponde. Mais je respecte son silence. C'est ça ma différence. C'est-à-dire que si quelqu'un ne parle pas, ok, c'est peut-être ton désir de ne pas parler. Je vais parler moi, puisque moi, je n'ai pas envie de rester dans le silence. Mais parfois, je peux avoir envie de rester dans le silence en me disant peut-être que ce silence va entraîner une parole, une pulsion à parler, une pulsion invocante. Je n'en sais rien.
c'est une façon d'en parler, une façon d'essayer de théoriser ce qui se passe. Vous voyez, entre désir, demande, besoin. Le besoin serait quelque chose de physiologique, de réel, et qui ensuite est repris par le symbolique. Et quand je refuse de manger, que je refuse de faire caca et tout ça, eh bien, je vais à l'encontre de la pulsion de vie, visiblement. Mais ça me sauvegarde comme sujet. Donc ça va dans le sens de la pulsion de vie d'un sujet. Donc vous voyez que ce qui est repris par la demande et le désir, peut aller radicalement à l'encontre de ce qui est demandé, mais pas forcément à l'encontre de la vie d'un sujet. Parce qu'un sujet, c'est un sujet qui désire. C'est un sujet qui essaie de sauvegarder sa pulsion. Vous voyez, pulsion, désir, c'est finalement très proche. On va essayer de dénouer un peu toutes ces façons d'en parler. Lorsque Freud parle de la pulsion, il dit que c'est l'élaboration psychique d'une excitation somatique. Donc il fait de la pulsion un concept intermédiaire entre le somatique et le psychique, entre le besoin et la demande, ou le désir, et le désir. Bon, je viens de donner quelques exemples, mais je pourrais continuer sur cette élaboration psychique. Par exemple, j'ai faim. Quand j'ai faim, vraiment faim, que j'ai pas bouffé depuis 8 jours, je pourrais bouffer n'importe quoi. Je suis dans la forêt, je suis perdu, je bouffe des racines, je peux bouffer des vers, je peux bouffer des tas de trucs qui me rebutent normalement. L'important, c'est de remplir l'estomac. J'en suis revenu au besoin. Mais même dans ce cas-là, ça m'empêchera pas de rêver de poulet rôti, de saucisses grillées et de gratin d'aubergine. Il y a une élaboration psychique de la faim. Et c'est ce qui se passe quand on va au restaurant. Le plaisir d'aller au restaurant, c'est pas de se nourrir, c'est d'une part de se faire servir, comme des princes, et d'autre part, de goûter à des choses nouvelles. Goûter. C'est plus seulement goûter si c'est bon à manger ou poison, la vie, la mort, qui se ramènerait au besoin, c'est avoir du plaisir avec. Chez Freud, tout cela se ramène aussi, se place sous les auspices du principe de plaisir. Cette élaboration psychique, ce n'est plus seulement remplir l'estomac et le vider, c'est plus seulement une question de dedans-dehors, c'est une question de la beauté de ce dehors, le plaisir que me procure ce dedans. Alors dans sa première élaboration théorique, ce qu'on appelle la première topique, Freud avait divisé les pulsions en 2 groupes. Ce qu'il appelle les pulsions d'autoconservation, manger, boire, respirer, faire caca, pipi, etc. Et ce qu'il appelle la libido. La libido, c'est les pulsions sexuelles. Et au niveau d'un besoin, la pulsion sexuelle, c'est la pulsion de reproduction de l'espèce. Autoconservation, je cherche à conserver mon corps en tant que corps biologique. Et pulsion sexuelle, conserver l'espèce sous la forme de corps multiples, c'est une nécessité aussi. Autrefois, c'était une nécessité d'avoir des enfants pour être sûr d'être nourri et soigné dans ses vieux jours. De nos jours, on a les EHPAD et la sécurité sociale, ce qui n'est pas toujours suffisant. Enfin, on a essayé de trouver une autre solution que celle d'être à la charge de ses enfants. C'est une élaboration psychique extrêmement complexe déjà. Mais néanmoins, il reste ce besoin supposé de l'espèce de se conserver. Voilà les 2 groupes de pulsions que faisait Freud. Et donc le désir sexuel ne pourrait être qu'une manifestation de ce besoin. Mais encore une fois, il est élaboré psychiquement au niveau du fantasme, au niveau de tout ce que je viens de dire, du plaisir oral, du plaisir phallique, de tout ce qui pousse
à trouver du plaisir et à éviter le déplaisir. Freud le disait en ces termes-là. Et puis, en 1914, il écrit son fameux article pour introduire le narcissisme, où il s'aperçoit que le narcissisme, ce qu'il appelait autrefois l'autoconservation, le narcissisme, c'est aussi de la libido. C'est-à-dire que, j'en ai déjà parlé, l'investissement de son corps comme phallus, de la mère, et puis l'investissement de son corps comme ayant ou n'ayant pas un phallus. Être et ne pas être le phallus, avoir et ne pas avoir le phallus. Et ceci, on est dans cette problématique, qu'on soit garçon ou fille. Il n'y a pas d'être sans avoir, et il n'y a pas d'être sans pas l'être, il n'y a pas d'avoir sans pas l'avoir. C'est l'angoisse de castration chez tout le monde. Et l'angoisse d'abandon, là un peu plus souvent chez les femmes, qui, justement, du fait de ce manque constaté de phallus, ont très peur de ne plus être le phallus de quelqu'un. De maman d'abord, du compagnon ensuite. Ne pas avoir le phallus entraîne une compensation dans être le phallus. D'où c'est aussi c'est ce plus grand soin que les femmes apportent à leur aspect physique, à leur tenue, comme elles disent. Les femmes ne s'habillent pas, elles portent une tenue. Et je ne dis pas que ça ne peut pas arriver chez des tas d'hommes, mais c'est en général, le plus souvent. Chacun ayant évidemment, en faisant jouer sa singularité dans les multiples opportunités que la civilisation procure à ce niveau-là. Donc, l'investissement dans l'autoconservation, c'est aussi du narcissisme. C'est de l'amour sexuel de soi, dans lequel rentre la masturbation, bien évidemment. Le faire l'amour avec soi-même. Tout le monde sait que chacun a un certain goût pour son apparence, que ce soit les hommes ou les femmes, peut-être un peu plus les femmes. Mais chez tout le monde, on ne sort pas à poil et complètement hirsute et tout sale. On se nettoie, on se met des fringues, on essaie que les fringues soient plus ou moins... Bon, là après c'est chaque sujet qui justement dans l'immense diversité des possibles, choisit quelque chose pour paraître beau dans le regard de l'autre. Y aurait-il une pulsion narcissique ? Une pulsion à être soi, à être regardé par les autres, mais oui. D'ailleurs, dans les textes de 1915, dans les exemples que Freud donne de la pulsion, il y a la pulsion scopique, qui se traduit en ces trois déclinaisons des modes du verbe. Je suis regardé, je regarde, je me fais regarder. Passif, actif, réflexif. Réflexif, c'est l'activité dans la passivité. J'y reviendrai. Je viens de parler de ce narcissisme que l'on retrouve mêlé à toutes les autres pulsions. Je parlais de la demande tout à l'heure, de la demande de la maman, de la demande de l'entourage. Quand on demande à l'enfant de manger doux, mais goûte, au moins, avant de dire non. J'ai l'impression que là, les parents voudraient en rester aux besoins, les besoins physiologiques du corps. On a besoin de sa ration de protéines, de produits sains, de glucides, de lipides, etc. Oui, mais non. Le sujet a besoin de plaisir, c'est-à-dire que le besoin somatique, élaboration psychique. Élaboration psychique, trouver du plaisir avec tous les trous. Demande de caca, refus du caca. Et à chaque fois, il y aurait cette pulsion narcissique qui fait que le sujet se sauve d'abord lui-même comme sujet, au prix éventuellement de sa vie comme corps. C'est ce qu'on retrouve dans l'anorexie, où le sujet va jusqu'à la mort pour se sauvegarder comme sujet contre la demande excessive de l'entourage de mange, mange, mange. Il peut y avoir aussi, dans cette anorexie, un désir du sujet d'être belle, belle, belle. Je le mets au féminin parce que c'est le plus souvent des femmes qui sont dans cette question-là, qui est aussi une demande des autres. Et un désir du sujet de correspondre à la demande des autres pour se faire regarder. On retrouve la pulsion scopique
mêlée à la pulsion orale, la pulsion de manger. Mêlée à la pulsion invocante, il y a des choses à ne pas dire. Mon désir serait d'être le centre de tous les regards. Mon désir serait de dire non à la demande des autres de manger. Vous voyez, il y a la demande d'être belle, la demande de manger. Ce sont des demandes contradictoires. Et d'où la pulsion qui est un petit peu désorientée et qui peut amener à la mort. Pareil pour la constipation, j'ai déjà parlé 1000 fois de ce type que j'ai guéri de sa constipation, qui avait un ventre de 9 mois plein de merde, et parce que je ne lui demandais pas d'être au régime, je ne lui demandais pas son caca régulièrement, je m'en foutais complètement, mais je m'intéressais à lui comme sujet. Bon, et là tout de suite, il a été guéri, quoi. Et je répondais à sa demande qui était d'avoir des gâteaux. Ça n'entrait pas dans le cadre du régime, mais ça, le régime, c'est les besoins physiologiques. Et le sujet, il transcende ça. Besoin du corps et élaboration psychique. L'élaboration psychique ne va pas sans le plaisir. Les pulsions se mélangent autour de tous les trous, et y compris de ce trou que j'occupe dans la société et dans l'entourage et qui est occupé par mon corps en entier. Et qui est à la base la place que j'occupe dans le trou de ma mère, à savoir l'endroit par où elle m'a mis au monde, et par où je suis le phallus de ma mère, et qui se transforme en un narcissisme de la personne. Parce que la mère, elle regardait ce bébé avec le plus grand plaisir du monde, puisqu'elle retrouvait là un phallus, et que on ne cesse pas ensuite toute la vie d'essayer de retrouver ce regard-là sur l'ensemble du corps, pris comme phallus de maman. On retrouve cette hypothèse de la pulsion narcissique que je suis obligé de faire, que je pourrais appeler pulsion phallique, puisqu'il s'agit du corps comme phallus de la mère. C'est là où, dans le cadre du mixage des pulsions, la pulsion narcissique se mélange à la pulsion phallique. Où dans le désir d'avoir un partenaire sexuel, il y a le désir d'être reconnu comme sujet, désir d'être reconnu comme phallus, désir d'être reconnu comme avoir un phallus ou pas. Ça se mélange à la pulsion orale, et où j'ai entendu souvent de la part de femmes cette difficulté à trier dans la fonction du sein, entre sa fonction nourricière et sa fonction érotique. Il y a des femmes qui m'ont parlé du plaisir qui pouvait être à la limite sexuelle de se faire téter le sein par le bébé, et d'autres pour lesquelles c'est une douleur effroyable. La douleur étant l'inverse du désir. La douleur vient, c'est ce qui se manifeste après la censure du plaisir, qu'on ne veut pas éprouver à cet endroit-là. Parce qu'il s'agit de nourrissage, besoin, ça ne devrait pas être du plaisir, érotisme. D'où tout l'investissement que hommes et femmes font sur le sein, qui se trouve être phallique, du coup. Parce que le sein, c'est bien ce que les femmes ont et que les hommes n'ont pas. Donc il faut qu'ils aient telle forme, telle grosseur, etc. Et ça, les goûts et les couleurs varient autant qu'il y a de sujets dans le monde et autant qu'il y a de capacités physiologiques du corps à présenter le sein dans les idéaux que les gens se font. Et donc, en matière de pulsion, il n'y a donc plus qu'une pulsion, c'est la libido, mais elle reste bifide, c'est-à-dire qu'elle se divise en, selon Freud, pulsion du moi et pulsion sexuelle, c'est-à-dire sur l'autre. J'investis ou moi ou l'autre, et l'expérience prouve que je ne peux pas investir l'autre si je ne m'investis pas moi. Je parlais de la pulsion à respirer, qui est un besoin, et qui se transforme, là aussi, élaboration psychique, en plaisir de humer un bon parfum, le parfum qui se dégage de la cuisine, ou le parfum qui se dégage de la dame parce qu'elle a choisi le numéro 5 de Chanel, ou n'importe quel autre.
et qui peut aussi se transformer en négatif, au sens où je peux dire ma mère m'étouffe, ou mon compagnon, ma compagne m'étouffe. Ça, c'est l'élaboration psychique. Bien entendu, ce n'est pas de ça dont il s'agit, parce que si j'étouffais vraiment, j'en crèverais sur place. Mais c'est une élaboration métaphorique à partir de ce besoin de respirer. Donc il y a aussi une pulsion nasale, dont Freud ne parle pas, Lacan non plus, mais ça existe. Hein, ça existe et ça se manifeste dans cette industrie du parfum, des cosmétiques, de la cuisine, de l'art culinaire, de l'hygiène, tout simplement. Il ne faut pas sentir mauvais. Et de cette métaphore qui s'en fait au niveau de l'autre m'étouffe, qui fait qu'on en vient à traiter les gens de sale bonhomme ou de sale bonne femme. Le sale, c'est quelqu'un qui pue. Éloigne-toi, tu pues. Ça existe aussi. Les ennemis sont des gens qui puent. C'est aussi quelque chose qui se dit. Ça n'a plus rien à voir avec la réalité. C'est une réélaboration psychique du besoin. Et dans la réélaboration psychique du besoin, il y a la demande de la société, demande d'hygiène, demande d'être propre, demande de sentir bon, de manger correctement, de faire caca dans des endroits fermés, ainsi de suite. Ça induit le désir de faire le contraire, bien souvent. Ce qui est très très refoulé, désir de manger salement, de pisser partout, les vieux trucs quoi. Dans les réélaborations psychiques, il y a l'élaboration de ces autoconservations que sont le pipi et le caca en pulsion sexuelle. Où pour l'enfant, la façon dont il se représente l'acte sexuel qu'il a mis au monde, il est bien obligé de se représenter ça, parce qu'il est très curieux de l'origine, il est très curieux de son propre corps, des différences qu'il y a entre garçons et filles. Pour élaborer ce mystère de là d'où il vient, il se la raconte, mais il a pu l'observer, ce qu'on appelle la scène primitive, le rapport sexuel des parents, et comme il ne connaît pas bien la mécanique organique, physiologique, il transforme ça en faire pipi dans maman. C'est une élaboration psychique de cette fonction de la miction, du faire pipi, en faire l'amour. Et donc, il y a ça derrière, dans tous les fantasmes sexuels, et il y a des gens qui aiment se faire pisser dessus, ou qui aiment pisser sur les autres, en réactivation de ce qu'ils ont été obligés de refouler pour satisfaire aux demandes de la société. La pulsion sexuelle vers l'autre, la libido, comme disait Freud, qui était séparée de la pulsion sexuelle, de la pulsion du moi, la pulsion narcissique, eh bien, en fait, elle se retrouve là, mêlée l'une l'autre. Ma pulsion vers l'autre, c'est aussi pour satisfaire ma pulsion à moi. Ma pulsion à moi de conservation de moi-même comme sujet qui a envie de pisser partout. De ne pas faire ce qui m'a été demandé. D'où la négation, très importante, comme fondamentale pour le sujet. J'ai déjà dû dire ça des dizaines de fois dans d'autres vidéos, mais en fait les premières manifestations orales de l'enfant, c'est bien moins souvent maman que non. Mais on a moins tendance à l'entendre parce qu'on est moins content d'entendre non que maman ou papa. C'est par là que se manifeste le désir du sujet, sa pulsion libidinale, narcissique à être lui-même. Je reviens de la mer où j'étais en vacances et sur la plage, j'ai été témoin de la scène suivante. Une petite fille qui avait peut-être 1 an et demi, pas plus, grand maximum 2 ans, qui marchait, mais encore difficilement, et qui tout d'un coup s'éloigne de sa maman en marchant sur la plage, tout droit comme ça. Donc sa maman la rappelle, « Léa, Léa, Léa !» La petite fille continue, comme si elle n'avait rien entendu. La maman se lève et va la chercher, normal, autoconservation d'elle-même, autoconservation de sa fille en tant que son phallus. Et il faut bien faire attention aux enfants, c'est vrai. Il ne faut pas qu'ils s'éloignent trop. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et alors, voyant ou sentant la mère qui s'est levée,
la petite fille s'assoit par terre, en même temps en tournant un peu, puis se relève et revient vers sa maman qui va vers elle. C'est un double mouvement. Mais en allant vers sa maman, la petite fille penche la tête comme ça, semblant regarder de côté, comme si elle voulait échapper au regard de sa mère, et elle dit, tout pendant qu'elle avance, elle dit « Je viens si je veux, je viens si je veux, je viens si je veux ». Vous voyez, façon de reprendre le discours de l'autre qui lui pose des limites, mais en faisant quelque chose d'elle-même. C'est-à-dire c'est elle qui réintègre les limites en elle-même, mais en faisant quelque chose d'une manifestation narcissique d'elle-même. Car c'est pas l'autre qui m'impose des limites, c'est moi-même. Si je veux. Combien de fois on a pu entendre ça dans les rapports humains, même entre adultes, et combien de fois, quand on dit à un gamin d'arrêter de faire une bêtise, arrête de crier, arrête de te servir dans le frigo, t'en as déjà pris trop, ainsi de suite, eh ben, on voit régulièrement l'enfant continuer quand même, au moins pendant 5 minutes, pour ensuite s'arrêter, mais de façon à ce qu'il puisse se dire à lui-même, c'est moi qui ai décidé de m'arrêter, c'est pas pour obéir à l'injonction de l'autre. Ah, c'est quand même pour obéir à l'injonction de l'autre. C'est-à-dire que là, la pulsion sexuelle, c'est-à-dire la libido mise sur l'autre, il faut lui faire plaisir, en acceptant les limites qu'il me donne, et en même temps, je me fais plaisir en me disant que je ne suis pas limité par l'autre. C'est moi qui me mets mes propres limites. Bon. J'ai pas à en juger, hein. C'est comme ça que ça se passe. Et chacun s'en débrouille après en fonction des milliards de possibilités qu'offre la singularité sur ces formules de base. Alors quand je parle de la pulsion à faire pipi partout, qui se transforme en désir de baiser, une fois qu'on est devenu grand, on a compris que c'était autre chose, élaboration psychique du besoin. Certains, je crois que c'est Dolto qui parle de pulsion urétrale. Bon, parce que l'urètre, c'est par là qu'on fait pipi, voilà, ça fait plus médical et plus scientifique de le dire comme ça. Enfin, c'est la pulsion à faire pipi partout qui se transforme en pulsion à baiser, qui se transforme encore plus loin en, on va dire, demande d'amour, hein. On le dit plus souvent comme ça, mais on pourrait dire que c'est encore une pulsion. La pulsion d'être reconnu pour soi-même, c'est-à-dire aimé. Là aussi, c'est beaucoup plus souvent les femmes qui sont de ce côté-là. Elles ont besoin d'être reconnues pour ce qu'elles sont, comme on dit, et non pas pour le corps qui attire le regard de l'homme. Ce sont des élaborations psychiques, hein. C'est pas ni bien ni mal. C'est pas mon propos. Je constate que c'est comme ça que ça se passe. Et que c'est pas souvent facile à aborder parce que ce qui est politiquement correct, c'est de dire j'en ai rien à foutre des apparences, je veux être aimé pour moi-même. Oui, mais enfin, l'industrie cosmétique est une des plus importantes du monde. Et en France, on connaît le succès de Chanel et autres boîtes qui fabriquent de la mode et des cosmétiques, ou les magazines féminins, qui sont une énorme industrie. Maintenant, c'est devenu des vidéos destinées aux femmes, comment se maquiller, comment se coiffer, comment s'habiller, pour satisfaire à cette pulsion scopique sur soi. Ah, mais si je le fais, c'est pour moi, c'est pas pour séduire. Oui, mais enfin, si en même temps ça permet de séduire, c'est quand même pas mal non plus. Même si c'est pour ne pas aller jusqu'au bout, c'est pour se satisfaire de son pouvoir de séduction. Ce que pas mal d'hommes peuvent aussi faire aussi, pour tester leur pouvoir phallique. Est-ce que je suis capable d'être suffisamment puissant pour avoir le regard d'une femme sur moi, mais spécialement sur mon phallus? C'est-à-dire, j'ai une plus grosse voiture que l'autre, j'ai un poste plus élevé, j'ai un salaire plus élevé, j'ai une plus grosse bite. C'est ça que ça veut dire en fin de compte, hein. Mais il sera toujours très politiquement correct de se censurer là-dessus en disant oui, non, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'être, ce que je suis, ma culture, les nombres de bouquins que j'ai lus ou de films
que j'ai vues et de musique que je connais, mon ouverture d'esprit. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas à négliger, bien sûr, ça existe aussi, élaboration psychique. Mais ça se base sur ces comparaisons entre la bite de l'un, la bite de l'autre, la beauté de l'une, la beauté de l'autre. J'ai justement vu hier soir un film de Safi Nebou qui s'appelle Celle que vous croyez, et qui raconte l'histoire d'une femme merveilleusement interprétée par Juliette Binoche, une femme de la cinquantaine, qui commence à se flétrir un peu, quoi, malgré la beauté inouïe de Juliette Binoche à la base, qui d'ailleurs dans ce film a sans doute accepté de se laisser un peu enlaidir, et qui sur Facebook se fabrique un faux profil en mettant une fausse photo d'une jeune fille de 24 ans, dont on comprendra très longtemps après dans le film qu'il s'agit de sa nièce. Et avec ce faux profil, elle attire dans ses filets un jeune type qui a lui aussi entre 20 et 30 ans, quoi, et qui tombe fou amoureux d'elle, et il se passe comme ça un amour formidable par Internet, via une fausse image. La femme en question, qui s'appelle Claire et qui se fait passer pour Clara, en éprouve un regain de vie formidable, quoi. Elle revit. Elle est un type jeune, beau, est amoureux d'elle. Ça dynamise sa vie, ça la rend joyeuse, ça la rend, enfin, comme quand on est amoureux, quoi. Et le bonhomme aussi. Sauf qu'évidemment, le bonhomme insiste pour la voir et elle ne peut pas rencontrer le bonhomme, puisqu'elle est prisonnière de la fausse image qu'elle a mise en avant. Pulsion narcissique à vouloir être plus belle que ce qu'elle n'est, à vouloir être plus jeune que ce qu'elle n'est. Bon, encore une fois, je ne vais ni le condamner, ni trouver ça superbe. Je trouve le film superbe d'avoir osé mettre en scène cette nécessité d'être belle pour une femme, pour faire bander un homme. C'est dans ce sens-là que ça joue. Il y a une merveilleuse scène d'ailleurs de masturbation où ils font ça par Internet, au téléphone. Aucun ne voit l'image de l'autre, bien qu'elles connaissent l'image de l'autre. C'est dans ce sens-là qu'elle a un avantage sur lui, qui est fou d'amour et de désir pour elle, mais qui ne peut pas le mettre en œuvre autrement que par l'imagination. Mais l'élaboration psychique se voit aussi dans ce film, dans le fait qu'il y a plusieurs fins possibles. C'est un récit, et ce récit, on nous donne la possibilité de le voir se terminer de plusieurs façons différentes. À un moment, l'ami d'Alex, Alex le jeune homme, l'ami d'Alex, qui est un ancien de Claire, Claire, mine de rien, demande des nouvelles d'Alex à Ludo, qui est cet ancien ami, et Ludo lui dit, mon pote Alex, il est complètement fou parce qu'il est tombé amoureux d'une espèce de psychopathe sur Internet qui le fait tourner en bourrique parce qu'il ne veut pas la rencontrer, elle ne veut pas le rencontrer, et voilà, il est mort. Sa voiture est tombée d'une falaise et il n'y a pas de trace de freinage, donc c'est vraisemblablement un suicide. Alors là, la Claire, qui s'est fait passer pour Clara, comprend qu'elle est la responsable du suicide d'Alex. Et puis beaucoup plus tard dans le film, puisqu'elle est en psychothérapie avec une psychiatre psychanalyste, elle raconte toute son histoire et ça lui donne l'idée d'écrire, puisqu'elle est une grande universitaire spécialiste en littérature, qui s'est fait passer pour quelqu'un qui travaille dans la mode, l'apparence, la beauté. Eh bien, elle écrit un roman, le roman de cette histoire, mais elle le fait finir autrement. Au lieu que ce soit un suicide, eh bien, elle va à la rencontre de cet Alex, elle l'aborde dans un train, parce qu'elle l'a suivi. Est-ce que je vous connais, mais il me semble vous avoir déjà vu un truc typique de drague, quoi, mais ce coup-ci côté féminin. Elle sait qu'il est photographe, donc elle dit j'ai justement besoin d'un portrait pour mettre en 4e de couverture de mon nouveau livre. Et voilà, l'histoire commence. Elle imagine une histoire d'amour formidable avec ce garçon qui a entre 25 et 30 ans. Donc ce sont des représentations. Élaboration psychique, ce n'est même plus la réalité, c'est un roman, c'est du fantasme. Elle vit son histoire d'amour
dans la réalité d'un fantasme. Et enfin, troisième fin possible, la psychiatre va faire une enquête et s'aperçoit que le Alex ne s'est pas suicidé. C'était un mensonge de son ami parce qu'il avait envie de donner une leçon à la fille qui avait fait tourner en bourrique son copain. Et donc, troisième fin possible, il ne s'est pas suicidé. Non seulement ça, mais il a trouvé une autre bonne femme et d'ailleurs, il vient d'avoir un enfant. C'est la catastrophe. Autre forme de catastrophe pour Claire qui s'est fait passer pour Clara. Mais encore fin différente, l'image se termine sur elle appelle à nouveau Alex au téléphone, même sachant qu'il est marié et qu'il a un gosse, elle va essayer de renouer. Et alors là, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais voyez toutes les élaborations psychiques que la pulsion fait faire à partir du besoin d'être admiré, du besoin d'être aimé. Effectivement, elle est une femme, le besoin d'être aimée lui suffit. Il a beau y avoir cette séance de masturbation à un moment, ça ne remplace pas les caresses de l'autre, le rapport avec l'autre, le fait de faire du vélo avec l'autre. Le long d'une falaise, c'est merveilleusement bien filmé, hein, elle longe le précipice sans arrêt. Le trou dans lequel on peut tomber, le trou de la castration, dans lequel je peux tomber par abandon, le phallus de l'autre, l'autre m'abandonne, c'est ma castration, c'est la castration de l'autre, ou je suis castré dans mon phallus, c'est ce que l'autre vit, parce que l'ex ne peut pas rencontrer Clara, il ne peut pas mettre son phallus en jeu, tandis que Clara est toute contente parce qu'elle est aimée. Ça lui suffit, elle est aimée comme sa personne, comme sa voix. Alex dit souvent qu'il aime sa voix. Ben évidemment, c'est la seule chose qu'il peut saisir à travers le téléphone. Outre une photo qu'elle lui a donnée. Une photo et une petite vidéo qu'elle a piquée à sa nièce. Bon, on apprendra par la suite aussi que, c'est là où elle avait du mal à le dire, que la nièce en question, c'est la jeune femme qui a séduit son mari et son mari est parti avec celle-là. Donc, elle se vengeait en prenant la place de cette nièce pour séduire à son tour un homme. Alors peut-on dire qu'il y a une pulsion à imaginer, une pulsion à fabriquer des représentations? Est-ce que la pulsion, c'est ce qui creuse un trou dans le réel, comme dirait Lacan, pour en extraire des choses limitées qui font représentation? Et c'est là que on rejoint le Freud de 1920. Et le Freud de 1920, c'est celui qui invente la pulsion de mort. Jusqu'à présent, on a parlé de pulsion de vie, se conserver en vie non seulement de manière organique, mais comme sujet, ce qui peut aller contre la conservation de la vie organique. Et la libido, c'est-à-dire ce qui se met sur l'autre ou ce qui se met sur l'image de moi, comme envie sexuelle de l'autre, pour se conserver, pour conserver l'espèce, pour se conserver comme sujet, ce qui n'a plus rien à voir ni avec le corps organique, ni avec l'espèce. Ce sont des représentations. Pulsion de représentation, 1920, pulsion de mort. J'y reviendrai après avoir, puisque je veux rester dans la chronologie de Freud, 1915, ces fameux articles sur les concepts fondamentaux de la psychanalyse, qui se trouvent dans ce bouquin, Métapsychologie. Et dans son article sur les pulsions, il développe essentiellement les 3 temps de la pulsion dont j'ai déjà parlé. Il parle de la pulsion scopique, même s'il ne l'appelle pas ainsi. Je suis vu, je vois, je me fais regarder. Je suis mangé, je mange, je me fais manger. Je suis battu, je bats, je me fais battre. Passif, actif, réflexif. Je commence toujours par le passif, parce que le petit enfant, il commence toujours par le passif, bien évidemment. Il se fait langer, il se fait nourrir, il se fait caresser, il se fait regarder, il se fait renifler, tout ce que vous voulez. Il est d'abord dans le passif, et son non, dont je parlais tout à l'heure, c'est sa façon de revenir dans l'actif, voire dans le réflexif,
Il y a ce troisième temps de la pulsion sur lequel a beaucoup insisté Marie-Christine Laznick dans ses études sur l'autisme, où elle fait remarquer que quand on joue avec un bébé, par exemple on lui chatouille le pied, il rigole aux éclats, et puis ensuite il montre son pied, il présente son pied pour qu'on le chatouille. Donc dans un premier temps, il se fait chatouiller, dans un premier temps, il est chatouillé, passif, dans un demi-temps, il se fait chatouiller, réflexif. Bon, il peut en être pareil, on joue souvent avec les enfants, avec je vais te manger », et ça le fait rire aux éclats, il fuit, on le rattrape, et la morsure se transforme en bisou. C'est d'ailleurs une des explications qu'on peut donner du bisou. Au lieu de manger la proie comme les animaux sauvages, on se fait des bisous. Et ça se dégénère en acte sexuel. C'est pour ça que le bisou est toujours connoté sexuellement, qu'on le veuille ou non, même avec les bébés. Ce qui scandalise beaucoup les comportementalistes et les gens qui s'occupent d'autisme en pensant que c'est génétique ou des troubles du cerveau. Parce qu'il ne faut surtout pas parler de sexualité avec l'enfance. Bon, néanmoins, dans cette question de la pulsion, il y a là le réflexif au niveau du être mangé et puis se faire manger. Joue avec moi, papa, à me faire manger. Bon, c'est pourquoi on trouve aussi des enfants à l'école qui mordent et qui posent un grand problème. Souvent on les catégorise autistes, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais par contre, le fait de mordre, on retrouve là une pulsion d'emprise sur l'autre. C'est pas seulement le désir de faire mal, le désir de se défendre, parce que c'est toujours pour se défendre qu'on attaque l'autre. C'est pas mystérieux ça. Le mordre, c'est l'actif. Parce qu'on s'est fait attaquer, justement, on a été passif. Et même si l'attaque a eu lieu 3 heures avant, il y a un moment où, sur un rien, ça ressurgit. Hop, je redeviens actif, je mords. Prendre l'ascendant sur l'autre. Et là, on peut parler de pulsion d'emprise. Il y en a qui en ont fait leur concept central dans leur théorie. Qu'est-ce que c'est que cette pulsion d'emprise ? En tout cas, j'y reviendrai. En tout cas, dans ces textes de 1915, Freud, finalement, en arrive à une notion grammaticale de la pulsion. Vous voyez qu'on est sorti de la pulsion organique, c'est-à-dire élaboration du besoin, mais il y a le besoin à la base, et cette élaboration devient grammaticale. Les 3 modes du verbe, actif, passif, réflexif. Bon, y compris dans langues comme le chinois qui ne se conjugue pas, il y a d'autres façons de faire entendre, bien évidemment, l'actif, le passif et le réflexif, parce que ce sont des choses qui sont dans le rapport aux autres, quelle que soit la modalité grammaticale de la langue. Ça reste du grammatical. Ce dont Lacan a trouvé argument pour insister, pour tirer la psychanalyse du côté de la linguistique. Il dit, voyez, ce n'est que du signifiant. C'est comme ça que le signifiant s'organise. Dans Subversion du sujet et dialectique du désir, à la page 805, en fabriquant la première boucle du graphe, sur laquelle je reviendrai un jour, il montre que ça se boucle, et il dit que c'est le signifiant qui donne une clôture à la signification. Ce avec quoi j'ai répété pendant des années, parce que c'était ce qui était écrit, et que j'avais cette fascination libidinale pour Lacan, comme beaucoup de gens, qui faisait que, j'admettais ce qu'il avait dit. Maintenant, je suis obligé de dire, mon expérience m'oblige à dire, que non, ce n'est certainement pas le signifiant qui met une ponctuation à la signification, c'est bien au contraire la signification qui met une ponctuation à le déroulement linéaire du signifiant, parce que j'ai rencontré dans l'hôpital psychiatrique des gens qui n'arrivaient pas à fabriquer la moindre signification, et où les mots se suivaient les uns derrière les autres, avec une logique du jeu de mots qui justement intéressait beaucoup Lacan, qui peut être intéressante en effet, mais où on voit que justement
On peut appeler ça la schizophrénie si on veut, hein, mais ce qui est important, c'est de voir que la personne n'arrive pas, et parle, et n'arrive pas à boucler une signification. On trouve, sans parler de schizophrénie, des tas de gens dans la vie quotidienne qui sont des gens qui parlent comme ça, et là on parle de logorée, et les psychiatres n'hésitent pas à parler de diarrhée verbale, vous voyez où ça, l'anal rejoint l'oral dans le mixage des pulsions, et parce que justement, le signifiant, qui se répète comme ça, n'arrive pas à trouver ponctuation dans une signification. Tel est du moins ce qui me semble juste par rapport à ce que la pratique me dit. La signification, c'est ce qui se boucle en effet, ça c'est ma théorie de la rondelle, qui est aussi une théorie de la pulsion, si on veut, une théorie de la demande, une théorie du désir, c'est une façon d'en parler. Début, la pulsion, c'est une autre façon de parler de l'articulation du besoin, de la demande et du désir. Et donc, quand on dit une phrase, eh bien, on se souvient de ce qu'on a dit au début, et on arrive à la fin en faisant se joindre le début et la fin, ce qui fait tomber une rondelle de signification. En fait, j'appellerais plutôt ça une rondelle de signifié, sachant que l'autre côté de la rondelle, c'est la signification, c'est-à-dire la signification inconsciente. Lacan est poussé, pulsion d'élaboration psychique, il y trouve argument dans Freud, vers la linguistique, élaboration linguistique de la psychanalyse. Ce qui est beaucoup plus politiquement correct, beaucoup plus socialement acceptable que les histoires dont je viens de parler, de pipi-caca, de phallus et de castration. Bien sûr, Lacan continue d'en parler, mais d'une manière très 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 noyée dans ses figures, dans cette topologie, dans ses mathèmes. Le mathème, c'est le symbolique à l'état pur, puisqu'à la limite, ça ne signifie plus rien, que la logique des lettres qui s'enchaînent les unes aux autres. Une équation, ça se passe de toute signification. E égale MC2. Bien entendu, on est obligé, nous, d'en donner une signification. Sinon, ça nous laisse, comme le dit Schizophrène dans ses élaborations de signifiants les uns des autres, on est obligé de dire l'énergie est équivalente à la matière au carré. Et on a l'image de la bombe atomique, ce qui est une bonne image, effectivement, de comprendre en quoi la matière peut se transformer en énergie formidable. Quelques kilogrammes qui deviennent dévastateurs. On a besoin de ces images, on a besoin de ces significations, sinon, si on reste devant MC2, on reste comme devant une poule qui a trouvé un cure-dent. Pulsion de signifiance, pourrais-je dire. Besoin de trouver une signification, désir de trouver une signification, de trouver un signifié déjà. Oui, c'est le désir de ne pas rester comme une poule qui a trouvé un cure-dent, avec cette petite lampoule qui s'allume au-dessus de la tête quand arrive cette satisfaction. C'est une satisfaction, c'est un plaisir de pouvoir dire « j'ai compris ». Il y a aussi la satisfaction de pouvoir dire « j'ai pas compris ». Combien de fois je suis sorti d'un séminaire de tel grand professeur et quand on se retrouve sur le trottoir après, tout le monde qui se interroge « tu as compris quelque chose ?»« Ah non, j'ai rien compris. Mais qu'est-ce que c'était bien ?» Ah, c'est le plaisir de n'avoir pas compris, c'est-à-dire le plaisir d'avoir été, on retrouve la pulsion d'emprise sous l'emprise du maître. Plaisir d'avoir été dans l'hypnose, plaisir d'avoir été porté comme un bébé dans des paroles qu'on ne comprend pas, comme E égale MC2. Alors on vous parle de la pulsion invocante, du mathème, etc., de la topologie, d'un tas de trucs imbitables. Imbitable, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire on ne peut pas biter, c'est-à-dire mettre sa propre bite dans un trou, le trou d'une signification. D'un signifié avec une signification. Mais on a été dans le trou de l'autre. Là, je vais être très incorrect à nouveau en
en reprenant les 3 temps de la pulsion freudien, en parlant de 3 temps qu'il ne parle pas, c'est se faire baiser, non, être baisé, baiser et se faire baiser. Voilà. Actif, passif, réflexif. Et on peut aimer se faire baiser. Ce qui se passe quand on est dans l'admiration d'un maître, et pourquoi pas, hein, je l'ai été moi aussi, ça fait partie des 3 temps de la pulsion, et on peut se situer, on peut aimer, on peut prendre plaisir à se situer dans chacun des 3 temps. Hein. Être baisé, baiser, se faire baiser. Être baisé, c'est quasiment le viol. Hein. Bon, sauf que, à propos du petit enfant, quand il est sale et qu'on est obligé de le nettoyer, eh ben, il faut bien y aller, là, au niveau de ses parties génitales, et il n'est pas toujours d'accord, justement. Mais il faut le faire quand même. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un viol? Je ne vais pas aller jusque-là, parce que je vais encore me faire tomber dessus par les comportementalistes. Mais il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'imposer des choses, y compris au niveau sexuel, à un enfant. Et ça, c'est obligé, on est obligé, donc il n'y a pas à le justifier, c'est comme ça. Et ça ne justifie aucune pédophilie. Hein. Puisqu'il ne s'agit pas de faire le père sévère, il s'agit aussi de mettre des limites au pouvoir du père et au pouvoir de la mère. Parce qu'on a tout pouvoir sous l'enfant. Et ça, c'est très jouissif. Il n'y a pas à en faire tout de suite de la pédophilie, c'est le plaisir qu'on a à avoir un enfant. Ça en fait partie. Hein. Ça fait partie de cette pulsion de maîtrise sur l'autre, où on s'aperçoit qu'on peut reconstruire le monde en reconstruisant un sujet à son image. Ce que le sujet, justement, refuse. Et il a bien raison. Là, j'ai mis un jugement, mais on est aussi content, moi je l'ai été, content de s'apercevoir que son enfant prend de l'autonomie, va vers les autres, s'amuse tout seul et trace son destin. En même temps, on est un peu en deuil de voir que c'est pas toujours le destin qu'on aurait imaginé pour lui. On est toujours dans cette tension entre l'actif sur l'autre, maîtriser l'autre, pulsion d'emprise, mordre l'autre, le manger, le remettre à l'intérieur de soi, et puis le laisser partir. On a aussi ce plaisir-là. Ah, je dis on, d'une manière un peu générale, mais j'ai eu ce plaisir-là de laisser partir ma fille, même si elle fait ingénieur agronome comme mon père. Peut-être bien que j'aurais aimé qu'elle fasse psy comme moi, mais voilà, elle a choisi autre chose. Et ben c'est très bien. On n'a pas toujours les conversations que je pourrais avoir, puisque ce n'est pas le domaine de la connaissance qu'elle a approfondi. On n'a donc pas les mêmes champs, mais on a quand même une histoire commune, ce qui nous permet de parler. Bien, cette pulsion d'emprise, donc j'y reviens, puisque je l'annonce depuis un moment, c'est le Freud de 1920, où il découvre la pulsion de mort. Ce qu'il appelle pulsion de mort. Mais il le découvre comment ? Essentiellement, je résume vraiment son article qu'on trouve dans Essai de psychanalyse, et qui s'intitule « Au-delà du principe de plaisir ». Quand il voit les enfants jouer au Forda, je jette au loin un objet, il est caché, je ne le retrouve plus, je le cherche, je le retrouve. Je le ramène. Ah ah, plaisir. Mais Freud constate que ce que l'enfant fait le plus, c'est son petit-fils qui l'observe. Hein. Ce qu'il fait le plus, c'est jeter au loin. C'est beaucoup plus rarement ramener. Et il se pose la question, puisque le plaisir, c'est ramener l'objet. Et il l'interprète tout de suite. C'est une façon de symboliser les départs de maman. Les départs de maman, c'est un des plaisirs. Ce qui est un plaisir, c'est de le ramener. Je ne peux pas la ramener dans la réalité, je la ramène avec un symbole. Le symbole de maman, je l'ai ramené, plaisir. Ah, ah. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi je jette tout le temps l'objet ? Où est le plaisir ? Eh bien, c'est ce qu'il appelle pulsion de mort. Mais il dit, c'est que là, l'enfant a besoin de faire ce geste, de jeter ou de casser un jouet, hein, ça arrive aussi, ou de casser des choses dans l'environnement,
de jeter son assiette quand on veut le forcer à manger ou des choses comme ça, eh bien, il se retrouve comme sujet, pulsion d'emprise, emprise sur l'autre, emprise sur l'assiette, emprise sur le jouet, emprise sur le symbole, puisque je ne peux pas avoir emprise sur la réalité. Je mords mon camarade parce que j'ai été sous son emprise, j'essaie de retrouver une emprise sur lui, de me récupérer comme sujet. Et alors là, curieusement, Freud ne rappelle pas sa pulsion libidinale, sa pulsion narcissique. Il en fait la pulsion de mort. Parce que ça, selon lui, ça n'amène aucun plaisir. J'arrive pas à le suivre là-dessus, puisque moi, il me semble que oui, ça amène ce plaisir qui est peut-être moindre, mais qui est essentiel de se retrouver comme sujet. C'est-à-dire pulsion libidinale, pulsion sexuelle, pour se retrouver soi comme amour de soi. Amour de moi en tant que j'ai la maîtrise sur l'objet, j'existe. Alors moi j'ai pas eu l'expérience de ça, mais tout le monde en a entendu parler ou l'a vu dans des films ou des pièces de théâtre. C'est la scène de ménage qui finit à en casser la vaisselle. Je n'arrive pas à avoir la maîtrise sur l'autre, donc je m'assure de la maîtrise sur un objet en cassant un objet. C'est une façon de faire du Forda. Casser la gueule à l'autre, ça peut être l'autre stade. Violer l'autre, ça peut être l'autre stade. Je n'arrive pas à maîtriser, donc je me sers, je casse, je me montre violent. C'est bel et bien la pulsion de mort, mais au sens de se récupérer comme sujet. C'est pas casser pour casser, c'est pas la mort pour la mort. C'est la mort de l'autre, de l'objet, pour être soi. Hegel appelait ça le meurtre de la chose. Bon, il avait vu clair là-dessus pour une fois. Le meurtre de la chose, qui peut être le meurtre de quelqu'un d'autre, au sens où c'est une façon de l'imaginer. Alors je repense au film que je vous ai raconté tout à l'heure, où la femme s'est imaginée un autre personnage pour avoir une emprise sur l'autre, pour se récupérer comme sujet, pour être aimée par l'autre. Et à la fin, elle se récupère aussi en écrivant un roman, c'est-à-dire en construisant un fantasme, une image d'une histoire d'amour qui marcherait dans la réalité avec ce bonhomme. Mais ça reste du fantasme puisque c'est un roman. On en arrive là à ce que une des choses que j'ai retenues chez Lacan, c'est-à-dire que la pulsion de mort, c'est le symbolique en tant qu'il est muet. C'est ce qu'il a dit à la fin du séminaire 2. Il l'a pratiquement jamais repris après, cette formule. C'est une des formules que je trouve géniale chez lui. Donc encore une fois, je le critique beaucoup. Mais là, il y a une bonne formule. Ça rejoint tout à fait le Forda de Freud. C'est-à-dire le symbolique en tant qu'il est muet, c'est-à-dire en tant qu'il échoue. J'échoue à maîtriser l'autre, je le symbolise. Donc c'est pas forcément le symbolique en tant qu'il échoue. C'est justement une tentative de symboliser. Alors oui, il échoue, je symbolise en cassant quelque chose d'autre, en jetant le jouet au loin. Bon, une autre façon, c'est de terminer une histoire d'amour, je jette mon jouet au loin. Tout le monde a vécu ça, on s'est fait jeter au loin, et on jette au loin ensuite. J'ai vu un film là-dessus, un type qui se fait jeter par sa nana, et il en est tellement traumatisé que pour se récupérer, il décide de séduire une femme dans le seul but de la jeter ensuite, pour se récupérer. Vous voyez, passif, ensuite actif. Alors peut-être qu'après, pour faire le mix des deux, il trouvera une histoire où il va se faire jeter. C'est-à-dire se rendre désagréable jusqu'à se faire jeter. Là, je pense à d'anciennes personnes avec qui j'ai eu des relations, avec lesquelles j'ai vraiment eu l'impression que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire m'amener à un degré d'exaspération tel que je ne pouvais que jeter la personne. Bon, c'est ce qui s'est passé dans le film, où le type ne peut pas pouvoir rencontrer la nana, Clara. Claire, c'est la personne de la réalité. Clara, c'est la fille de 24 ans qu'elle s'imagine. Eh bien, de n'avoir pas pu
la rencontrer dans la réalité, eh bien, il finit par la jeter, tout simplement. Alors, dans une des versions, il se jette de la falaise, dans l'autre version, il la jette et il va faire un enfant ailleurs. Donc, il y a cette pulsion à symboliser, fabriquer des romans, fabriquer des fantasmes, fabriquer une autre fin à l'histoire, fabriquer une fin à l'histoire, pour en être le maître. C'est moi qui mets fin à l'histoire. Je ne me fais pas jeter, je jette. Jeter l'objet, Forda. C'est une façon de rester maître, de rester sujet. C'est-à-dire la pulsion libidinale qui était posée sur l'autre, l'autre était investi de mon désir sexuel, eh bien je le ramène sur moi, je me récupère en tant que sujet parce que j'ai jeté l'autre. Il y a un déplaisir à le faire, mais c'est un déplaisir à minima qui joue quand même sur ce plaisir de rester soi-même, de rester en vie comme sujet. C'est pas une pulsion de mort au service de la mort, comme beaucoup de gens l'entendent, au service de la destruction pure. C'est une pulsion de mort correspondant au désir que j'ai de rester en vie. C'est une pulsion de mort au service de la vie. Je mords l'autre. C'est une pulsion de mort. J'ai envie de le tuer, de l'éradiquer de la surface de la terre. Ah oui, mais c'est pour me conserver en vie. Pour me conserver en vie comme sujet, c'est-à-dire avec mes propres fantasmes. C'est pas seulement la conservation organique, encore une fois, élaboration psychique de la pulsion. Donc, il y a cette phrase de Lacan, géniale, que je reprends à mon compte, qui est bien que la pulsion de mort, ce n'est pas de la destruction à tout craint, c'est la symbolisation. C'est le symbolique en tant que tel. Je ne dirais pas forcément en tant qu'il est muet, ça c'est la nuance que je mets avec la phrase de Lacan, c'est le symbolique en tant qu'il est à l'œuvre, parfois il échoue donc ça répète, mais parfois il réussit, et ça peut répéter aussi, parce qu'on a le plaisir de répéter quelque chose qui nous fait plaisir. Ce n'est pas toujours mortifère de répéter. Souvent on vous dit ça fait partie de la morale du champ psychanalytique. Oh là là mon vieux, il faut que tu arrêtes de répéter. Ben oui, mais si ça me fait plaisir de répéter, ta gueule. Je me maintiens en vie aussi par cette répétition, parce que par cette répétition, je suis moi. Je suis le pointillé qui se répète. Je reste en vie, y compris dans un truc qui peut éventuellement me faire mal. Bon, et alors, quelque part, j'ai quand même le plaisir d'être moi-même, de rester en vie. Pulsion, la vieille pulsion d'autoconservation de Freud, devenue libido, pulsion narcissique, devenue pulsion de mort chez Freud. Mais bon, mal dommée, puisque elle est tellement mal comprise, comme répétition ou chose à se défaire à tout prix, qu'il vaut mieux l'entendre comme le symbolique. Alors pour terminer, comme j'ai toujours le souci de lier la théorie à la pratique, je vais vous raconter un rêve, puisque c'est dans les rêves qu'on trouve l'inconscient, et donc c'est là-dessus qu'on peut se baser pour trouver les mécanismes qui fonctionnent dans l'inconscient. Et je vais essayer de vous interpréter ce rêve en termes de pulsion, puisqu'on peut l'interpréter aussi en termes de demande-désir, ou en plein d'autres vocabulaires. Chacun peut avoir le sien. J'aurais peut-être dû commencer par ce rêve, parce que, en fait, toute la théorie dont je parle, je l'ai élaborée à partir de mes rêves, à partir de mon expérience, à partir de ce que j'écoute des gens et de ce que j'écoute de moi-même. Mais bon, pour ce coup-ci, j'ai commencé comme ça n'a pas d'importance. C'est un circuit comme la pulsion, entre la théorie et la pratique, ça ne cesse pas de se pousser mutuellement. Une question dans la pratique m'amène à trouver de nouvelles formulations théoriques. Une question dans la théorie m'amène à écouter peut-être différemment dans la pratique. Donc, dans le rêve en question, qui est un rêve très récent, que j'ai pas choisi spécifiquement pour ça,
comme d'habitude, je prends les derniers rêves qui viennent de m'arriver. Dans ce rêve, c'est comme à la pause d'une réunion internationale. Trump, le président américain, sort de la réunion en bouffant un sandwich. Et tout en bouffant son sandwich, il passe sous un échafaudage. C'est là que je le rencontre, et je me rappelle que je suis le président de la République française. Ça m'étonne un peu que je l'ai oublié. En fait, c'est vrai, ça, je suis le président de la République, je ne le savais pas. Là, je viens de m'en rendre compte. Donc, c'est normal que je rencontre Trump dans un colloque international. Je suis en fait très content de le rencontrer parce que je trouve qu'il est sympa. Il bouffe un sandwich. Donc, il n'est pas dans les dîners officiels luxueux. Il est simple, il est comme un pote, quoi. L'instant d'après, alors que nous cheminons de concert, dans un bassin, il y a un ado de banlieue qui l'interpelle et qui lui dit quelque chose. Là, je ne me rappelle plus de ce qu'a dit l'ado de banlieue, mais j'interpelle à mon tour Trump et je lui dis « Vous avez entendu ce qu'il a dit, là c'est très important. Il faut l'avoir entendu. » Voilà, dans mon rêve, c'est l'idée qu'un gouvernant doit entendre ce que dit le peuple. Dans l'interprétation, ça coule de source, mes parents ne m'ont jamais entendu, donc j'ai encore cette pulsion d'être entendu. Ça ne cesse pas, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, je parle, j'ai mis de mon côté l'activité, parce que pendant des dizaines d'années, j'ai été dans la passivité. Ce que me disaient mes parents, et ensuite ce que me disaient les institutions, les écoles, les universités, les écoles de psychanalyse. Pendant très longtemps, j'ai admiré les grands quelqu'un qui parlaient dans les universités ou dans les écoles de psychanalyse, surtout quand ils parlaient très compliqué et avec des mathèmes et de la topologie, etc. Eh bien, je me laissais pénétrer par tout cela. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure des gens qui au sortir d'un séminaire ou d'un colloque, disent « j'ai rien compris, mais qu'est-ce que c'était bien ?» Bon, c'est une façon d'aimer se faire enculer. J'ai été là-dedans, j'ai donc pas honte d'en parler. Et puis pourquoi pas, c'est une étape. Hein. Chez les Grecs, il était de coutume, les Grecs antiques, hein, j'entends, il était de coutume qu'un adolescent aille chez un vieux maître pour se faire enculer, pour se faire enseigner la philosophie, les choses de la vie, etc. Il y avait aussi le baiser avec le maître, ça allait avec. Maintenant, c'est passé de mode, ça serait de la pédophilie. Oui, bon, ok. Mais par contre, ce qui n'est pas passé de mode, c'est le fait de prendre les paroles du maître comme le phallus qui vous fait jouir. Hein? Donc là, dans mon rêve, je fais le contraire. Je suis le président de la République. C'est moi qui ai la maîtrise sur le peuple de France et même sur Trump, puisque je le rappelle à l'ordre. Je lui dis, mais faut écouter là. Hein? Et j'ai fait profession d'être un écoutant, puisque je n'étais pas entendu. J'ai fait l'inverse. Hein. Au moins, moi, j'écoute tous les autres qui n'ont pas été entendus. Parce qu'en fait, je dirais la plupart des gens souffrent de ça. Les parents ont beaucoup de mal à entendre leurs enfants. Hein. Quels qu'ils soient, même quand ça se passe très bien dans la famille, quelque part, l'enfant se sent toujours en mal d'écoute. Il est mal aimé quelque part. Hein. C'est pas pour rien si je rappelais que souvent la première parole du bébé c'est non. Non parce que tu me pénètres avec ta parole et je dis non. Moi j'ai envie de pénétrer les autres avec ma parole. Hein. Et là je redeviens, dans mon rêve, je redeviens quelqu'un. Je redeviens quelqu'un, je détruis rien hein, dans ce rêve. C'est pas la pulsion de mort qui est à l'œuvre, mais comme j'ai dit que la pulsion de mort, au fond, c'était la pulsion de vie. C'est juste la libido qui ne se met plus sur l'autre, mais revient sur soi. Eh bien, le rêve est un repli narcissique. Le sommeil est un repli narcissique. Je m'intéresse plus au monde, je ne m'intéresse plus qu'à moi. Je me replie dans le lit, je me mets en position fœtale. C'est très souvent comme ça que les gens dorment. Hein. C'est-à-dire je redeviens un fœtus et donc je retrouve les choses fondamentales de mon enfance, voire je me retrouve dans l'utérus de ma mère. J'ai raconté tellement de rêves dans lesquels j'étais à l'intérieur de ma mère. Et d'ailleurs, dans ce rêve-là, j'y suis aussi parce que l'ado qui parle d'un bassin, pourquoi est-il dans un bassin? Eh bien, on appelle ça les hanches, là, le bassin. Et il y a de l'eau, le liquide amniotique. Donc cet adolescent qui parle de là, c'est le fœtus que j'étais qui essaie de se faire entendre.
Puisque bien entendu, le fœtus, il n'est pas question qu'il parle. Alors de nos jours, c'est très mode de repérer les mouvements du bébé, de lui parler, c'est très bien. Effectivement, on le fait entrer dans le symbolique le plus tôt possible, en entendant autant que faire se peut ce qu'il peut faire à ce moment-là, c'est-à-dire ses gestes, ses mouvements, et après en entendant ses cris, en imaginant, fabrication de représentation, pulsion de mort symbolique, il crie, c'est que il a faim, ou c'est que il a soif, ou c'est que il a besoin d'être changé. On imagine, et en imaginant ce que le bébé fait, on lui dit ce qu'il a fait. Il se fait pénétrer par ses paroles, il les reprend à sa rencontre pour après demander « Maman, j'ai faim, maman, j'ai soif, maman, j'ai besoin d'aller faire pipi ». Il transforme en parole ce qui est de l'ordre du besoin, il transforme en pulsion invocante ce qui est de l'ordre de la pulsion orale, de la pulsion anale. Pulsion orale, manger, pulsion invocante, parler. Je développe une pulsion à écouter, qui est d'autre que le désir d'être entendu. C'est une autre façon de parler. Il y a des choses qui rentrent dans les trous, le trou de l'oreille aussi bien que le trou des yeux. Le trou des yeux, c'est pour voir, le trou de l'oreille, c'est pour entendre. Et dans un premier temps, on est vu, on est entendu, et ensuite, on se fait voir, on se fait entendre. C'est la façon de redevenir un personnage. Alors je redeviens un personnage, c'est-à-dire le président de la République, qui discute comme un pote avec Trump. C'est un narcissisme excessif. Je ne suis évidemment pas le président de la République. Dans la réalité, je sais faire la différence. Mais le rêve a besoin de se renarcissiser comme ça, comme on a besoin de se renarcissiser par le sommeil. Le sommeil, ça repose le corps, c'est vrai, ça repose aussi le sujet, qui à force de se faire enculer par les autres, dans le rêve, va plutôt enculer les autres. Je le dis en termes triviaux, on pourrait être beaucoup plus politiquement correct en disant se faire entendre. C'est effectivement ce qui se passe dans mon rêve. C'est le se faire entendre. Et si Trump passe sous un échafaudage, c'est que quand on met un échafaudage, c'est que l'immeuble est en construction ou en ravalement. C'est la même chose, c'est remettre en neuf. Ce qui est en construction, c'est l'immeuble du moi. C'est moi. Je ne cesse pas d'être en construction. C'est la construction symbolique, la fabrication des représentations dont je parlais tout à l'heure à partir du film, à partir du roman, à partir des fantasmes, qui sont les constructions que je fais pour être moi-même, puisque dans la réalité, je suis obligé de me censurer. Je suis obligé de me contenter de ce que j'ai. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas chercher à avoir ce que je n'ai pas. Et c'est ça qui pousse à vivre aussi. Il ne s'agit pas de souscrire à cette morale qui fonctionne jusque dans le champ analytique, où on vous dit il faut arrêter de répéter, il faut arrêter de chercher l'objet, il faut arrêter de courir après ce que vous ne pouvez pas avoir. Mais si, c'est ça qui fait la vie. Bon, j'en fais pas une contre-morale. Je dis que c'est à chacun d'en décider. Mais je suis obligé de faire de la contre-morale pour relativiser cette morale qui est dite partout dans les religions, renoncer à l'objet, dans la psychanalyse, renoncer à l'objet, accepter sa castration, voilà ce qui se dit, donner même les castrations, dit Dolto. Bon, tout ça c'est faire de la morale, c'est vraiment sortir de la psychanalyse. Donc je suis obligé de faire une contre-morale pour relativiser la morale qui est partout, pour dire oui mais non, le contraire peut être possible aussi. Je ne suis donc pas absolument pour la contre-morale, je suis obligé d'en avoir une dans la réalité, mais en tant que psychanalyste, je suis obligé de laisser tomber tout jugement, toute morale. C'est ça qui serait l'éthique. C'est non pas de passer à l'éthique de la renonciation, mais de passer à une éthique du non-jugement, ce qui est une non-éthique quelque part, très difficile à assumer. Dans la même nuit, j'ai fait un rêve où j'étais à l'hôpital psychiatrique et je travaillais dans une salle qui était munie d'une grande vitrine, donc les gens qui passaient dans le couloir ou dans la pièce à côté pouvaient me voir. Et j'étais dans la peur qu'on me voit ne pas travailler. En effet, j'étais allongé. On aurait pu penser que je me reposais, mais non, je travaillais parce que je cherchais un numéro dans un annuaire, un très gros annuaire. Et je ne trouvais pas ce numéro. Interprétation, je cherche quelqu'un à appeler. Je cherche un partenaire. Je cherche un interlocuteur. Comme dans le rêve précédent, mon interlocuteur c'est Trump, et je lui demande d'être un véritable interlocuteur, c'est-à-dire d'entendre même le fœtus et l'adolescent qui étaient en moi, qui sont toujours en moi.
Et je n'arriverai jamais suffisamment à me faire entendre comme tout le monde. Je n'arriverai jamais suffisamment à être moi-même comme tout le monde. Et justement, c'est ce qui me pousse à aller de l'avant, c'est ce qui me pousse à vivre, à rechercher, à trouver de nouvelles choses en psychanalyse, à avoir envie de les communiquer, prendre la parole pour être moi-même. Pulsion narcissique, mise particulièrement en scène dans le rêve du président de la République. Et bon, il se trouve que ces temps-ci, j'ai fait une vidéo sur Versailles où j'étais un soir de grande eaux, que j'ai terminée par la photo d'un type déguisé en Louis XIV. Seulement j'ai mis ma signature à la fin de la vidéo et tout de suite après la représentation de ce mec. Donc quelque part, je me mets en position de Louis XIV. C'est une autre façon que de se mettre en position de président de la République. Dans l'autre vidéo que j'ai fait sur mon voyage au Népal, je me mets en scène comme le médecin des dieux qui arrive avec la coupe d'immortalité. Je me donne une place dans les mythes hindous que je suis en train d'analyser. Mais pas n'importe quelle place, la place du médecin qui apporte l'immortalité aux dieux. C'est pas n'importe laquelle. Vous voyez tout. J'emploie tous les moyens possibles pour me renarcissiser. Je sais que ce sont des moyens imaginaires. Je ne suis pas le médecin du Dieu, ni le président de la République, ni Louis XIV. Il y avait une autre photo que j'ai publiée sur Facebook dans laquelle je fais Napoléon, vous savez, avec le... Bon, pareil, je me prends pour Napoléon. Non, je sais très bien que je ne suis aucun de ces grands personnages, mais mon narcissisme de rêve en a besoin. Je reconstruis quelque chose de la même façon que la femme du film, Claire, interprétée par Juliette Binoche, écrit un roman, se fait des films, pour se retrouver elle-même comme plus jeune qu'elle n'est. Elle se trouve en but justement à une psychothérapeute qui est classique des psychanalystes, c'est-à-dire chaque fois qu'elle lui pose une question sur elle, vous avez des enfants, qu'est-ce que vous en pensez? L'autre, bon, ce que je ne fais plus moi. L'auteur a mis en scène ce qui se passe le plus généralement en psychanalyse, effectivement, quelqu'un qui ne moufte rien. Néanmoins, ça a permis à cette femme d'écrire ce roman, de se raconter cette histoire avec ce jeune homme, et donc de rester sujet. Néanmoins, oui, c'est là où je voulais en venir, j'ai un peu dérivé, cette femme psychothérapeute, psychanalyste et psychiatre, qui travaille dans une clinique d'ailleurs, on sent bien que dans ses rares interventions, elle n'est pas d'accord avec le fait que cette femme utilise une autre personnalité, utilise la photo d'une autre, la vidéo d'une autre plus jeune pour se faire passer pour cette autre. Elle n'est pas d'accord parce qu'elle est dans un champ où il y a une morale de la vérité. Ben oui, mais ça a permis à l'autre de vivre. On lui a fait le coup de « oui, mais à cause de toi, quelqu'un s'est suicidé. » Oh oui, c'est grave de passer par une autre personnalité. Ah oui, mais des tas de gens font ça sur les réseaux sociaux. Ils prennent des pseudos, ils mettent pas de photos, ou ils mettent une fausse photo. Bon, ça leur permet d'exister. J'ai pas à le condamner, ni à l'encenser. Chacun a sa singularité, chacun fait comme il veut, chacun fait jouer sa pulsion narcissique comme il lui semble. Et si c'est pas la réalité, s'il trouve un support dans l'imaginaire, eh bien tant mieux, puisque dans le champ analytique, l'imaginaire est toujours diabolisé. C'est pas bien parce que c'est imaginaire, il faut revenir à la réalité, les mecs. Pourquoi pas à l'organique, parce que ça, c'est l'autre bout, c'est les comportementalistes. Mais il y a quelque chose de comportementaliste chez les psychanalystes qui veulent tout le temps ramener à la réalité, à la castration, à la renonciation, qui serait la bonne chose à arriver à la fin de l'analyse. Je dis pas du tout. C'est à chacun sa façon. Je suis juste là pour aider chaque sujet à trouver sa façon de faire jouer la pulsion, qu'elle soit narcissique sur lui-même ou sexuelle sur les autres. Chacune des pulsions, je l'ai assez montré, étant mêlées les unes aux autres. Chaque pulsion liée à un trou est liée à l'autre pulsion, et chaque pulsion, comme celle de la mort, est liée à la pulsion de vie. C'est-à-dire, s'il y a de la mort et de la destruction, c'est aussi pour sauvegarder la vie. Et s'il y a de la vie, c'est de toute façon pour amener à la mort, c'est-à-dire au meurtre de la chose,
à la symbolique, puisque la symbolique n'est pas la chose. Hein. Mais il ne s'agit pas non plus de faire des mots des choses mortes. Hein. J'ai cité cette parole de Lacan, où c'est le signifiant qui met une ponctuation à la signification, et derrière il y a toute cette signification qui plane dans le champ lacanien, qui est à base de jeux de mots où on prend les mots pour des choses, justement. C'est-à-dire que le mot, dans sa double signification, dit quelque chose que le sujet ne dit pas. Mais moi je dis que tant que le sujet ne le dit pas, eh bien il ne le dit pas. Il ne s'agit pas de dire que le langage le dit à sa place. Parce que sans sujet pour le parler, le langage n'est rien. C'est une chose morte. Un livre, fût-ce un livre de Freud, si on le laisse sur l'étagère, c'est une chose morte. Toutes les paroles qu'il y a dedans ne parlent pas toutes seules. Il faut un sujet pour le lire et l'interpréter. Il a fallu un sujet pour l'écrire, et il faut un sujet pour le dire et pour en discuter avec d'autres. Ce n'est pas, les mots ne contiennent pas toutes les significations qu'on veut bien leur faire dire. On le leur fait dire. Je le leur fais dire. Mais ça n'y est pas forcément. Bon, la preuve, toutes les significations qu'on peut sortir de Lacan, qu'on peut sortir de Freud, et toutes les disputes qu'il y a entre écoles, parce que les sujets ne sont pas d'accord sur l'interprétation de tel ou tel texte. On a la même chose dans les religions, qui toutes se basent sur des textes considérés comme lettres mortes, et qu'on rend vivantes par des interprétations, mais chacun voulant faire de son interprétation la bonne, voudrait faire une lettre morte. En fait, toutes les interprétations sont possibles. Pourquoi pas ? Puisque c'est par l'interprétation que le jeu devient le jeu qu'il souhaite devenir. Comme disait Freud, wo es war, soll ich werden. Là où ça était, je dois devenir. Moi j'ajoute, c'est pas seulement où le ça était, c'est-à-dire les pulsions, donc quand on veut entendre pulsion, là on entend l'oral, l'anal, les choses un peu sales, là. Mais il y a aussi là où le surmoi était, je dois advenir. Parce que le surmoi est une sacrée contrainte, et l'enfant avec le non, je ne veux pas, je viens si je veux, etc., eh bien, il se fait valoir lui aussi. Il se donne une valeur, comme moi en président de la République, en Louis XIV, etc. Il se fait valoir au-delà des contraintes de la réalité et au-delà des contraintes que lui ont imposées les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, ni qu'il faut absolument en tenir compte. Chacun doit naviguer, encore une fois, entre ces différentes instances. Et là où ça a été, je dois advenir, là où le surmoi était, ben je dois aussi mettre des limites au surmoi. Le surmoi me met des limites, et je peux mettre aussi des limites au surmoi. J'ai dit je dois, j'aurais pas dû. Je peux mettre des limites au surmoi. Le surmoi qui m'empêchait de parler autrefois, parce que on m'avait toujours empêché de parler dans ma famille, et dans les universités, les écoles, ça continue au sens, on vous dit, non mais toi t'as pas assez étudié, t'as pas le droit de parler. Comment tu n'as pas lu tel livre ? Tu devrais lire tel livre, sinon tant que t'as pas lu tout ça, mon vieux, mais ta parole ne veut rien dire. Ta parole n'est pas assez signifiante. Hein. Étudie d'abord, étudie comme un bénédictin. Ça, dans les écoles, on ne s'est pas privé de me le dire, et je l'ai fait. Comme un bénédictin, c'est-à-dire comme un religieux, comme les religieux étudient les textes, c'est la même chose. Hein. Donc c'est le surmoi qui prime, et les limitations, le père sévère. Et tous ces analystes qui mettent des limites sans arrêt, sans arrêt, alors que l'analyse a été inventée pour limiter les limites et permettre au ça de s'exprimer, et au surmoi, dans la mesure où il prend ses forces dans le ça, là où il devient sadique, le surmoi, c'est-à-dire où il prend le pas et empêche de parler le sujet, jusqu'à ce que, pour se donner une valeur, comme je le fais, je me prenne pour Napoléon, Louis XIV, etc. Bon, ce que je ne suis pas, je mets des limites, mais je mets des limites aux limites, au sens où dans le fantasme, je m'autorise ces choses-là. Voilà, chacun donc de trouver sa façon, sa modalité de la pulsion entre l'actif, le passif et le réflexif.
Je vais ajouter quand même un dernier mot sur le fonctionnement de la pulsion de mort dans les traumatismes, notamment dans les traumatismes de guerre, puisque c'est un des exemples que Freud a pris pour faire comprendre son Forde et sa pulsion de mort. Lorsqu'il y a un trauma dû à un accident ou quelque chose issu de la guerre, une bombe qui éclate, une balle que vous prenez, la première remarque que faisait Freud, c'est que il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, où le trauma, c'est pas du tout quelque chose d'agréable, et pourtant, le sujet répète le trauma. Il le répète dans ses rêves, voire même dans la vie de veille, où il le répète par un symptôme, où il y pense tout le temps. Pourquoi ? Puisque c'est désagréable. Eh bien, il a la même explication que pour le Forde, c'est-à-dire parce que le sujet remet en scène ce qui lui est arrivé. Dans l'action, dans la réalité, il a été passif, il a été l'objet de la bombe, de la balle, de l'accident de voiture, voire du viol, et en remettant ceci en scène, il devient le metteur en scène de la représentation. Alors, s'agit-il de faire une représentation seulement ? Parce qu'une fois que la représentation est obtenue, on pourrait se dire, si le but de la pulsion de mort, c'est-à-dire du symbolique, c'était uniquement de fabriquer de la représentation. Une fois que cette représentation est fabriquée, pourquoi faut-il la refaire et la répéter sans arrêt ? Là, Freud ne dit rien. Moi, je dis quelque chose. Je dis que lorsque je suis agressé et que je suis donc complètement passif par rapport à quelque chose de l'extérieur, ce qui donc fait trauma, puisque c'est comme ça qu'on le dit, eh bien, j'ai un premier temps de sidération dans lequel je comprends rien. Il se passe... Les organes des sens impriment ce qui se passe. C'est difficile de ne pas faire autrement. Les yeux voient l'explosion ou le carambolage. L'oreille entend les bruits. La peau ressent les éclats d'obus, les carcasses de ferraille qui s'enfoncent dans les chairs. Mais c'est tellement soudain que je n'ai pas le temps de symboliser. Donc ça reste à l'état de traces, à l'état de ce que j'appelle le réel, c'est-à-dire des traces d'organes des sens mis en mémoire. Mais ce n'est pas symbolisé. Alors, je convoque le théâtre ou le cinéma de la représentation pour faire une représentation où je serai le metteur en scène pour remettre des symboles là-dessus. Mais je pense que la première pensée inconsciente qui vient après qu'on sorte de la sidération, c'est « j'aurais pu y rester mutilé ». Et c'est ce qui arrive quelquefois, les gens y restent, alors ça, le problème est résolu, mais parfois les gens restent vivants et mutilés. Or, je pense que cette mutilation ne peut pas ne pas faire résonance avec la castration. C'est-à-dire que l'angoisse de la mort, comme l'angoisse de la mutilation, renvoie toutes les deux à l'angoisse de castration. Et cette angoisse de castration, qui vient tout de suite en association d'idées, je vais avoir un membre en moins, j'aurais pu avoir un membre en moins, eh bien, cette angoisse de castration, elle doit rester profondément refoulée parce que c'est insupportable. Donc il y a un double mouvement. Le mouvement dit du symbolique, ou de la pulsion de mort, qui fabrique des représentations, mais parmi ces représentations, il y a celle de la castration qu'on ne veut pas voir monter sur scène. Donc il y a un mouvement de « je fais monter sur scène » et il y a un mouvement de « oui, mais cette association-là avec la castration, vous restez en coulisses. » Refoulement. D'où le fait que ça répète sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a cette association-là qui reste en coulisses comme un acteur qu'on a mis sur la touche et qui passe son temps à dire « oui, mais moi, je veux jouer ma part dans la pièce. » D'où la répétition. C'est mon explication. Je n'en suis pas sûr, puisque je n'ai pas été victime de guerre, ni d'un accident qui aurait fait trauma pour moi. Donc je ne peux que faire des hypothèses, aussi raisonnables que je puisse trouver. En ce qui me concerne, j'ai cette idée que j'ai trouvé l'indice dans mes rêves
d'un trauma qui serait un viol que mes frères m'auraient fait subir lorsque j'étais enfant. Je n'en ai aucune mémoire consciente, c'est des indices dans mes rêves qui me permettent de le dire. Et ces indices insistent, d'un rêve après l'autre. Bon, pas tous mes rêves, mais souvent, ça revient comme une composante essentielle de mes rêves. Eh bien, je ne peux que l'expliquer comme ça. Le trauma essentiel, c'est que si j'ai été violé, j'ai été mis en position féminine, c'est-à-dire que j'ai été castré. Et ça, c'est ce qui est intolérable, c'est ce que je ne cesse de vouloir mettre de côté, et donc qui ne cesse de vouloir revenir. Il s'agit d'un refoulement, comme tous les refoulements, comme la castration est naturellement refoulée, trauma dans la réalité ou pas. Ce qui m'amène à dire que le fait qu'on m'ait réellement violé ou pas n'a finalement pas d'importance aujourd'hui. Ce sont les traces que j'ai dans la tête qui sont importantes. Ces traces sont fantasmatiques ou sont la mémoire d'une réalité. Leur état de trace, leur état de représentation, en tant que lié à la représentation de la castration, font le même effet. Et ce qui m'amène à dire qu'au fond, le seul véritable trauma, c'est la castration. J'en reste là-dessus pour aujourd'hui.